suit le JT. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-26 battent son plein, mais cela ne se passe pas sans difficulté. Beaucoup des parents d'élèves ne savent plus où mettre la tête. C'est dans ce contexte que le syndicat des enseignants du Tchad a lancé un préavis de grève allant du 8 au 30 septembre 2025. Voici à ce sujet le regard de l'Aldium Narcisse. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il faut dire que la rentrée scolaire rime avec les angoisses, les soucis et les difficultés de tous ordres. Certains parents ont perdu le sommeil puisqu'ils n'ont pas de moyens financiers pour s'assurer de ce qu'on appelle communément le paquet minimum pour leur progéniture. Ceux qui en ont les moyens préparent bien l'avenir de leurs rejetons. C'est dans cette ambiance que le syndicat des enseignants du Tchad sort de son silence pour lancer un préavis de grève à travers un communiqué de presse au ton martial. Un communiqué qui prend de court tous les acteurs impliqués dans la gestion du système éducatif tchadien. Pour le 7, si d'ici la fin de ce mois, ces revendications ne sont pas prises en compte, il paralysera le système éducatif sur toute l'étendue du territoire national. Comme dirait quelqu'un, un homme averti en vaut deux. Désormais, la balle est dans le camp du gouvernement par l'entremise du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique d'engager sans tergiverser des discussions franches et sincères avec ses principales syndicats afin de trouver un compromis en vue de permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école dans la sérénité et le calme. Il faut ajouter à cela la situation peu enviable des maîtres communautaires. Cette catégorie d'enseignants qui représente 60% de l'effectif des enseignants, droit du noir. Elle a accusé plusieurs mois d'arriérés de subsides. Elle agite aussi la menace d'une grève si ces arriérés ne sont pas payés. L'école tchadienne en réalité est très malade à cause de l'insuffisance des enseignants qualifiés, des infrastructures adéquates malgré l'exploitation du pétrole, le nombre pléthorique d'élèves et le retard dans le versement à terme échu des salaires de ces derniers. Elle est également malade de ses gestionnaires. Ceux-ci se bercent dans le clientélisme, le népotisme et le favoritisme. Ils nomment des individus qui n'ont aucune expérience requise à des postes de responsabilité au détriment des enseignants chevronnés qui rongent leurs freins au ministère. Ces comportements ont entraîné l'école dans le creux de la vague, malgré la tenue des états généraux de l'éducation nationale en octobre 1994, qui a mobilisé tous les experts du secteur de l'éducation et du forum sur la renaissance de l'école tchadienne en 2012, ainsi que la commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif tchadien. Aucune mesure salvatrice n'a été prise par les pouvoirs publics afin de redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse d'antan. L'adoption et la promulgation de la loi 16 portant orientation du système éducatif tchadien a donné un coup de grâce à l'école déjà à l'agonie. Il est temps de toiletter cette fameuse loi et revoir aussi la mission assignée aux académies qui sont en train de louvoyer, perturber sérieusement le fonctionnement du système éducatif. Le sorgho rouge et blanc cultivé dès les premières pluies dans les villages de la province du Mandoul afin de permettre aux familles vulnérables de survivre en période de soudure. Il dispose de vertus pour l'organisme. Plus de détails avec notre correspondant Assar Ankunoïte Rimadita. Le sorgho rouge et ou blanc est l'une des cultures vivrières, une céréale riche en vitamines B et E. Cette céréale de culture pluviale est de cycle court, cultivée souvent en mois d'avril et mai. Elle ne dure que 3 mois et généralement récoltée en période de soudure, allant des mois d'août à septembre. À l'heure où nous mettons sous près cet article, le sorgho rouge et le sorgho blanc sont disponibles sur les marchés hebdomadaires de la province du Mandoul. Un tour dans les villages aux environs de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, nous a permis de comprendre que malgré la rareté des pluies, les producteurs ruraux n'ont pas perdu de vue la culture du sorgho, qui est souvent perçue par les producteurs comme moyen de survie efficace en période de soudure. Un palliatif très important pour le paiement de la première tranche des inscriptions et restrictions pour les familles vulnérables.
Loin des aspects commerciaux, il est l'une des sources alimentaires de beaucoup de familles. Les producteurs estiment que la boule de sorgho donne un bon goût lorsqu'elle est généralement accompagnée des sauces de gombo frais, d'oseille, de l'aubergine, sur lesquelles on y trouve le beurre de karité sous le contrôle du piment appelé communément ndongo. Un aliment très apprécié par les producteurs consommateurs, mais rejeté par les vacanciers et vacancières, souvent venus des grandes villes. Un autre aspect culturel et coutumier que l'on aperçoit souvent dans les communautés au sud du Tchad est que le sorgho est utilisé souvent dans les rites et pratiques de serment, à l'effet de déclarer son innocence devant une accusation ou devant des notables. À Koumogo, dans le département de Bragoto, province du Moyen-Chari, la population fait face à plusieurs calamités naturelles rendant difficile la vie quotidienne. Cette situation est visible dans la localité. Les explications de Ankonoitorem Matita, notre correspondant à Sar. Le département de Bragoto, grenier de la province du Moyen-Chari, perdu dans l'oubliette des projets infrastructurels routiers, fait face pour la énième fois aux catastrophes naturelles après celles des raretés de pluie et de la destruction des cultures par les criquets ravageurs migrateurs en mois d'avril, mai et juin. En ces mois d'août et septembre, une majeure partie des cultures pluviales sont complètement englouties par les eaux de pluie qui s'intensifient ce dernier temps. Une situation très difficile pour les animaux qui ne savent désormais où mettre leurs sabots. Des habitations écroulées, les pompes à motricité humaine et puits d'eau consommables sont complètement submergés par les eaux d'inondation. Le malheur ne vient jamais seul, a-t-on l'habitude de dire. Au courant de la semaine dernière, un vent violent s'est abattu sur certains villages de ce département, causant à sa suite des dégâts vertigineux. Des cases d'habitation écroulées, des salles de classe démolies et emportées, des bétails, des volailles, enroulés et volatilisés dans la nature par cette tournade. Faudrait-il révéler pour ne pas le déplorer? Un des directeurs d'école est grièvement blessé suite à ce vent. Ces situations évoquées ci-après mettent cette frange de la population à la merci des maladies d'origine hydrique et au risque de la famine. Dans ce vertige social et imprévu, les populations méritent soutien et aide de l'État, des ONG et des personnes de bonne volonté. Mais attention, avoir accès à Koumogo, chef-lieu du département de Bragoto, est un autre chapitre de la tragédie en cette période. Tous les usagers, au lieu des plus courts trajets de 63 km de Sar à Koumogo, sont contraints d'effectuer environ 200 km en passant par Koumogo, Danamaji, Moussafoyo, Bandaseste puis Sar. Ce qui veut dire que le ravitaillement en vivres et non-vivres et le transport des malades vers Sar serait une aventure très ambiguë. La Caisse nationale d'assurance santé créée dans les années 2020 pour gérer la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Tchad. Elle assure également l'assurance des personnes qui travaillent dans cette institution. Roselyne Tiekourbois. La Caisse nationale d'assurance santé est un organisme national de gestion et de financement du système d'assurance maladie. Elle a pour mission de garantir à toute la population un accès équitable aux soins de qualité en mutualisant les ressources financières et en organisant différents régimes d'assurance adaptés aux catégories sociales. Le plan de déploiement progressif de la Caisse a commencé par une phase pilote dans 3 districts sanitaires clairement identifiés pour démarrer la mise en œuvre opérationnelle. La Caisse est déjà présente dans 3 districts pilotes, district d'Abéché, district de Danamaji, district de Bongo. Certaines formations sanitaires ont déjà signé de contrat avec la Caisse nationale d'assurance santé. Et il y a même les patients, les bénéficiaires qui sont identifiés, qui commencent déjà à bénéficier des soins de santé. Et nous avons déjà reçu les premières factures pour le paiement des prestations de soins qu'ils ont assurées à nos assurés. Pour le début, dans ces 3 districts, la couverture santé universelle fonctionne concrètement.
La Caisse nationale d'assurance santé envisage mettre tout à sa disposition pour assurer la question de la redevabilité. On est en train de mettre toute notre énergie pour que cette obligation de redevabilité là soit assurée. Et cela se traduit à travers la gouvernance des fonds. Quelqu'un vous a donné de l'argent, prenez en charge une autre personne, il faudrait que cet argent-là arrive intégralement à cette personne. Donc, il y a des dispositifs de suivi, évaluation, de contrôle et autres qui existent. Basé sur le principe de solidarité et d'équité, la Caisse nationale d'assurance santé met en garde toute tentative de fraude. La couverture santé universelle, c'est un dispositif qui génère même le système de fraude, ça crée d'appétit au point que les gens sont toujours tentés de faire la fraude. Et justement, dans la communication qu'on va passer, la communication va porter d'abord sur les questions de la fraude, l'interdiction de la fraude. Parce que la CSU est basée sur le principe de solidarité et d'équité. Comme je disais tantôt, chacun doit avoir sa part, conformément à sa position. Mais si vous allez vous prendre une part qui ne correspond pas à votre position, c'est que vous avez volé, vous avez fraudé ou vous avez détourné. Donc ça, c'est interdit. Et les textes de la République sont là pour réprimer les cas de fraude. La Caisse nationale d'assurance santé est le pilier institutionnel et financier des couvertures santé universelle hôtel. Elle est chargée d'assurer la solidarité nationale dans l'accès aux services de santé. Le calcul rénal est une maladie méconnue dans la société qui fait rage. Cette maladie est à différencier avec l'insuffisance rénale qui, elle, concerne le dysfonctionnement des reins qui ne filtrent plus de sang correctement. Vounba Kioube pour le commentaire. Calcul rénal et insuffisance rénale, voilà les deux maladies en vogue qui déciment silencieusement la population ces derniers temps. Le calcul rénal peut être une cause d'insuffisance rénale aiguë si l'obstruction est importante. Mais l'insuffisance rénale peut être aussi une maladie chronique due au diabète, à l'hypertension ou à d'autres facteurs n'ayant aucun lien avec les calculs. Souvent des douleurs intenses et intermittentes aux flaques ou dans le dos, il présente des symptômes comme des nausées, vomissements ou du sang dans les urines qui peuvent aussi survenir et causés par la cristallisation des sels minéraux dans les urines, favorisée par une déshydratation. Un calcul rénal peut bloquer des voies urinaires, empêchant l'écoulement de l'urine. Si cette obstruction est grave, elle peut entraîner une insuffisance rénale aiguë, un dysfonctionnement des reins, c'est-à-dire une incapacité à assurer le fonctionnement des filtrations du sang, peut entraîner des troubles digestifs, des démangeaisons, entre autres. Une consommation élevée de sodium et de protéines d'origine animale augmente la concentration de substances, favorisant les calculs rénaux. Il faut également noter que le calcul rénal est une maladie qui est cachée dans l'organisme humain, mais la majorité des personnes y ont cette maladie et concentrent sur l'insuffisance rénale et aussi une maladie grave qui nuit à la santé de la population. La prise de certains médicaments peut être un facteur de risque. Le stress peut également influencer la formation des calculs rénaux. Pour prévenir les calculs rénaux, il est recommandé de boire suffisamment d'eau, d'avoir une alimentation équilibrée et éviter les excès de sel. En cas de symptômes du calcul rénal, il serait judicieux de se faire consulter par un professionnel de santé pour se faire soigner. Hors de nos frontières, la capitale éthiopienne a accueilli le deuxième sommet africain sur le climat qui se tient du 8 au 10 septembre 2025 sous le thème « Accélérer les solutions climatiques mondiales, financement pour le développement résilient et vert de l'Afrique ». Diana Nepidimay.
Organisé en collaboration avec l'Union africaine, cet événement stratégique vise à renforcer la réponse collective du continent face au dérèglement climatique en mettant l'accent sur les solutions fondées sur la nature, le reverdissement du continent et la solidarité régionale. Cette seconde édition sur le climat souscrit à l'objectif préalable d'offrir au continent la possibilité de sensibiliser davantage la communauté internationale sur l'état de dommage colossal qu'il subit au prolongement des conséquences liées au réchauffement climatique. Il a pour but ensuite de fournir à l'Afrique une plateforme intégrée de plaidoyerie pour faire valoir à son profit le principe d'un dédommagement financier au titre des dégradations contractées au prolongement de gaz à effet de serre émis principalement par des États n'appartenant pas à son continent. Ce sommet comme une opportunité pour l'Afrique pour rappeler aux partenaires internationaux les engagements dans le financement de la transition écologique dans son ensemble, tel que l'allègement de la dette en échange d'investissements verts au fonds de compensation pour les pertes et les dommages, mais aussi au fonds vert pour le climat. 5 premiers ministres en moins de 2 ans alors qu'Emmanuel Macron est encore au début de son mandat en cours. Que se passe-t-il avec la politique française? C'est la question que la rédaction se pose avec l'analyse signée Obdomel Olive. Rien ne va plus dans la politique française ces derniers temps. Le gouvernement français de la Ve République, visiblement bat de l'aile. Ces mouvements de déstabilisation gouvernementale sous le deuxième mandat d'Emmanuel Macron inquiètent et interrogent sur les causes de ce que l'on est tenté d'appeler une difficulté à garder son rang de l'une des grandes puissances mondiales. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la destitution en cascade des premiers ministres qu'on a du mal à maîtriser durant ce mandat en cours. Le tout dernier à la tête du gouvernement, en la personne de François Bayrou, qui a rendu le tablier ce 9 septembre en journée suite à sa chute devant l'Assemblée nationale ce lundi 9 septembre. Macron doit alors, en dépit de tous les fronts où il se trouve seul à y faire face, nommer un 6e premier ministre pour pouvoir conduire les affaires courantes jusqu'à la fin du mandat en cours. Alors que la Ve République, réputée pour être politiquement stable, est en train d'entrer dans une crise sans précédent. La politique française perd de plus en plus en crédibilité depuis que les mouvements de contestation et de manifestations se multiplient et se préparent pour les jours à venir. Dans la foulée de cette crise politique, l'on parle également de la dette étrangère qui vient s'ajouter aux problèmes déjà de trop que le gouvernement de Macron rencontre ce dernier temps. Malgré de nombreuses guerres de positionnement de la politique d'Emmanuel Macron pour s'imposer en Occident, en Asie, mais surtout à ses anciennes colonies d'Afrique, les mécontentements internes viennent déjouer davantage la politique du mouvement La République en marche qui gouverne la France depuis 2017, mettant ainsi en mal le rôle de l'une des grandes puissances dans les organisations internationales. Depuis le redressement de l'AES contre la France de Macron il y a de cela quelques années, la guerre qui fragilise l'Ukraine depuis quelques années sont entre autres les situations qui ne favorisent pas la remise en selle de la France. Qui sera le prochain Premier ministre qui réussira à convaincre la gauche et la majorité des Français qui ont du mal à accepter la façon dont Macron et ses nombreux gouvernements qui se succèdent gèrent le pays. Surtout que l'on célèbre déjà dans les rues françaises le départ de François Bayrou. Selon les informations données par l'Élysée ce mardi 9 septembre et relayées par les médias français, il sera connu dans les toutes prochaines heures, sinon les tout prochains jours. En attendant l'annonce officielle du prochain locataire de Matignon, beaucoup d'observateurs évoquent le déclin de la démocratie française. Le Conseil constitutionnel ivoirien a publié hier la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre. 5 candidatures ont été retenues, tandis que celles de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont été rejetées. Raïssa Élysée pour le commentaire. Les deux opposants, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, ont vu leur candidature pour la présidentielle ivoirienne rejetée par le Conseil constitutionnel le 8 septembre 2025. La liste définitive comprend les noms du président sortant et candidat à un 4e mandat, Alassane Ouattara, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo et première dame d'Henriette Lagou, une ancienne ministre qui a déjà été candidate en 2015 de Jean-Louis Bulon, ancien ministre du Commerce qui est porté par le Conseil
Congrès démocratique, une coalition de 8 partis politiques. Dawa Donmelon, militant du PPCAI, désavoué par son parti en se présentant comme une candidate de précaution. Chantal Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, a abordé un aspect, la recevabilité de chaque candidature. Plusieurs dossiers ont été jugés irrecevables parce que jugés incomplets. Certains candidats ne respectent pas l'âge minimum fixé à 35 ans et ont donc été écartés. Le Conseil constitutionnel a également rejeté les candidatures de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo. Cette institution a jugé leur dossier irrecevable car il faut avoir la qualité d'électeur et être régulièrement inscrit sur la liste électorale. En effet, Laurent Gbagbo a été irradié de la liste électorale depuis 2020 suite à une condamnation par la justice ivoirienne. À cela s'ajoute le déficit de quelques 2000 parrainages de son dossier. De son côté, Tidiane Thiam a été irradié en juin 2025 suite à des questions administratives. Une décision de justice qui estimait qu'il n'était plus ivoirien au moment de son enrôlement. Le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les motions déposées pour ces deux partis. À ce stade, plus aucun recours n'est possible pour eux. En définitive, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPACI, se retrouvent sans candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Ils avaient jusqu'à là écarté l'option d'un plan B. Les personnalités qui ont affiché leurs ambitions au sein de ces partis ont été retenues. Jean-Louis Bellon et Dawa Donmelon Dubois, ces deux responsables du parti politique, ont été désavoués par leur parti qui les ont déchus de leurs fonctions. Le monde se mobilise ce 9 septembre pour rappeler l'importance de l'éducation dans la société. Par cette journée, l'ONU et ses partenaires tirent une fois de plus la sonnette d'alarme pour accélérer la protection de l'éducation pour tous. Asmao Oumar Moussa nous en dit plus. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2020, cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale sur les impacts dévastateurs des conflits armés sur l'accès à l'éducation. Selon le rapport de l'UNESCO et de Save the Children, des milliers d'écoles ont été attaquées au cours de la dernière décennie. Les enfants, souvent les premiers à être touchés, voient leur avenir compromis. Pour les filles, le risque est encore plus élevé. Mariage précoce, violences sexuelles et déscolarisation massive. Dans des pays comme le Tchad, avec l'accueil massif des réfugiés, le Mali et l'Afghanistan, où des cas de violence sont souvent signalés, les enseignants eux-mêmes deviennent des cibles. Plusieurs ONG et organisations locales appellent à la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles et au respect du droit international humanitaire afin de faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école. L'éducation est une arme de paix. La défendre, c'est garantir un avenir. En ce 9 septembre, que chaque voix s'élève pour protéger les écoles, les enfants et l'espoir d'un monde plus juste. Par un arrêté signé ce lundi 8 septembre, le ministre de la Jeunesse et du Sport interdit l'introduction de tout objet jugé dangereux dans le stade lors des matchs. Évariste Ndiekauson pour le reportage. Signé à la main du numéro 1 du département du sport, Maïdé Hamid Loni, cet arrêté expose clairement que tout objet susceptible pouvant servir de projectile est formellement interdit dans les anciens du stade lors des matchs. Mais plus loin, dans le même arrêté, seules les boissons servies dans les gobelets en plastique souple ou en bouteille sans bouchon sont désormais autorisées. Tout vendeur est appelé à respecter ces règles strictes sous peine de retrait immédiat de son autorisation de vente. Le texte confère au directeur de la gestion des structures sportives la responsabilité d'accorder les conceptions standards et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des supporters lors des matchs. D'accord avec ces textes, le président de gestion de ces stades olympiques Maréchal Idriss Déby Itno, Ahmad Abdoulaye Malik, s'engage pleinement avec son équipe pour s'assurer cette lourde responsabilité. Relatif à l'arrêté qui a été signé hier par le ministre de la Jeunesse et Sport, son Excellence Maïdé Hamid Loni, c'est un arrêté standard, c'est-à-dire qui a été initié
par le ministre, mais plutôt ça fait partie des obligations de la FIFA. Donc dans toutes les structures footballistiques, il est interdit d'accès avec ces jeux. Comme vous l'avez constaté la fois dernière lors du match, Sao a marqué le but. C'est là où, pour exprimer le joie des supporters, on fait recours à des lances de bouteilles. Pour répondre aux préoccupations des supporters à la question de savoir où trouver l'eau à boire si elle n'arrive pas à être interdite dans ces stades. Et pour ceux qui disent que si on ne vient pas avec l'eau en bouteille, ou soit si on interdit l'accès à l'eau dans le stade, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous conviendrez avec moi qu'il peut y avoir des prestataires de services. Il va y avoir beaucoup de restaurants qui auront l'accréditation de la vente au sein du stade, qui vont utiliser des gobelets jetables, c'est-à-dire à usage unique. Donc si vous voulez de l'eau, vous sortez juste dans les gradins, il y a 4 ou 5 restaurants qui sont déjà là, on va les équiper d'ici bientôt. Les organisateurs des compétitions devront veiller au contrôle accès, informer le public de la réglementation et collaborer avec les forces de sécurité. Les supporters désobéissants exposent à l'exclusion et à une amende de 100 000 francs CFA en cas d'aggravation, tandis que les organisateurs négligents pourront être sanctionnés administrativement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.